Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Les éditions En Avance présentent Les secrets du charisme par François Elion. Volume 1. Le charisme oratoire. Quels sont les 3 principes de base d'un bon orateur, principes qui constituent par là même les 3 lois archaïques du théâtre? Il n'est pas nécessaire d'être un comédien professionnel pour les appliquer en permanence lorsqu'on a à parler en public. Mais elles sont utiles à tout orateur comme à tout acteur qui se respecte. La première est l'obligation scénique. Un orateur se doit à son personnage, car le public attend d'abord le personnage et ne prête guère attention à ce qu'il peut y avoir derrière celui-ci, c'est-à-dire les états d'âme personnels, l'idéologie de l'orateur. La deuxième loi qui découle de la première est le respect du masque. D'ailleurs, les premiers comédiens dans l'Antiquité grecque portaient un masque. Le masque, c'est ce qui différencie le rôle, le personnage qui est devant le masque, et ce qui est derrière le masque, à savoir la nature de l'orateur, sa personnalité et ses humeurs, que le public n'a pas à connaître. Il est nécessaire d'ailleurs de faire coulisses avant de parler en public. Faire coulisses, c'est se mettre dans son personnage avant d'entrer en scène, se mettre dans son rôle, l'investir, n'être plus forcément soi-même, mais construire le personnage que l'on a décidé de jouer. La troisième et dernière loi archaïque du théâtre, c'est le contrat de la rampe. La rampe, c'est ce qui à l'époque séparait physiquement le parterre et la scène. Cette rampe doit toujours exister psychologiquement entre l'acteur professionnel, qui doit tenir son rôle, quel que soit ce qui va se passer derrière la rampe, et les spectateurs. Ce n'est pas parce que certains spectateurs vont être pris de fou rire ou d'une quinte de toux que l'orateur va s'arrêter pour autant de jouer et regarder la salle. Bien qu'il soit tentant souvent de gommer les rampes, un professionnel devra l'éviter, en ayant toujours en tête cette distanciation dont parlait Brecht, ce paradoxe du comédien de Diderot, qui fait qu'il conscientise en permanence ce qu'il fait et garde la ligne droite de son personnage, quelles que soient les impressions que l'environnement va lui envoyer. Je vous souhaite une bonne utilisation de ces 3 lois, qui feront de vous un orateur professionnel. L'obligation scénique, le respect du masque et le contrat de la rampe. Nous pensons souvent que les mouvements sont ce qu'il y a de plus important pour un orateur. En fait, il n'en est rien. Ce sont d'abord les 3 forces physiques qui assoient l'essentiel de notre présence et de notre impact oratoire. Les mouvements, que ce soit les mouvements de la pensée, de la respiration, des gestes, des mimiques, de la marche, suivent les forces, quand les forces sont bien placées. Ces forces, nous allons les appeler les 3 V. La première, c'est la verticalité de la posture. Cette force est un peu froide, un peu yang, car elle implique une forme de solitude, mais elle aimante la salle et donne à l'orateur sa présence, à l'image de la tour ou d'un phare qui n'avance ni ne recule face aux intempéries, alors que c'est le vent, les obstacles qui la contournent, car rien ne peut les ébranler. Cette verticalité de la posture est l'incarnation du principe stratégique de responsabilité. Ne disait-on pas dans l'Antiquité romaine, pour parler des devoirs d'un chef, César est seul. Cette force, quelque peu austère, doit être réchauffée par une deuxième force qui, elle, sera yin. C'est la vision, le regard, qui constitue la sociabilité de l'acteur, par rapport à ses partenaires ou aux spectateurs qui l'observent, et sur lesquels il lui faut agir directement ou indirectement.
Ces deux forces se complètent bien. Elles forment une sorte d'équerre, ce qui nous fait dire qu'un orateur doit être à la fois solitaire et solidaire, yang et yin, masculin et féminin, dans le singulier et dans le collectif. D'ailleurs, le vertical et l'horizontal s'alimentent bien. Pour avoir un bon regard, il vaut mieux être redressé, car c'est difficile de bien regarder une salle en se penchant en permanence sur son pupitre. Ça finit par imprimer trop de tension au cervical de l'orateur. En même temps, les gens qui se sentent vraiment regardés se sentent davantage valorisés. Un peu comme les enfants qui disent à leurs parents « Regarde-moi et regarde ce que je fais ». À ce moment-là, l'enfant regardé se redresse de fierté. Ces deux forces, ces deux premiers V, sont complétés par une troisième force, la voix. La voix, elle, n'est ni autonomie, ni sociabilité, elle est volonté. C'est le vouloir vocal. Le pouvoir ne se prend pas par les gestes, comme on le croit trop souvent, il se prend par la voix. Petite anecdote pour le démontrer. J'étais, il y a quelques années, à l'issue d'un séminaire de formation, en train de dîner avec mes participants dans une salle de restaurant pleine de brouhaha, et me met en devoir d'appeler la serveuse au fond de la salle. Je lui dis alors, tout en levant le doigt, « Madame, elle ne m'entend pas, elle ne me voit pas et continue son bonhomme de chemin. » Un participant alors ricane à ma table, je ne fais pas attention. 5 minutes se passent, je lève de nouveau le doigt, en appelant la serveuse, qui ne m'entend toujours pas et ne vient donc pas vers moi. À ce moment-là, toute la table de participants se met à rire. Je leur demande ce qui se passe et l'un d'entre eux me répond goguenard « On aimerait bien que notre intervenant n'oublie pas à 20h30 ce qu'il a essayé de nous enseigner à 16h. » Vexé, le François. N'ayant plus droit à l'erreur, j'attends donc que la serveuse revienne une troisième fois dans la salle. Je ne lève alors même plus le doigt. Je me contente de lui dire, cette fois-ci d'une voix plus tonique, « Madame ?» « Oui ?» À ce moment-là, elle me voit et elle vient vers moi. Voici donc les trois forces qu'un orateur doit toujours déployer pour être au mieux de sa forme. Ces trois V, fondateurs de sa présence magnétique et victorieuse. La verticalité du corps, la vision par le regard permanent et le vouloir vocal, la voix montrant la voix. Quelles sont les caractéristiques d'un bon regard d'orateur ? Elles relèvent de ce que j'appelle la règle des 4 P. D'abord, premier P, avoir un regard permanent. Même quand il réfléchit, l'orateur a intérêt à réfléchir dans le regard de son public. Il en tirera beaucoup plus d'énergie. Et c'est le deuxième P, un regard qui prend et non pas un regard qui donne. Quand un orateur, par exemple, perd son texte au théâtre, il plonge dans le regard de son partenaire avec qui il joue et celui-ci lui renvoie par les yeux son énergie. Et notre acteur reprend pied et retrouve la plupart du temps son texte. À l'inverse, qu'est-ce qu'un regard qui donne ? C'est en quelque sorte un regard qui donnerait, révélerait les états d'âme de l'orateur, sa fatigue, son énervement, le fait qu'il soit tenté de préférer une partie de la salle à une autre. Non, on le sait, le public, par le devoir de la rampe, n'a pas à connaître cela. Par contre, l'orateur professionnel a intérêt à cultiver le feedback de la salle, et cela il l'aura par le regard qui prend. Et qui prend quoi ? Qui prend en compte les données externes de la situation. Être un orateur inspiré, c'est toujours mieux que d'expirer. Inspirer, ça veut dire que rien ne m'échappe et que je suis capable d'adapter en permanence le fond et la forme de mes discours à ce que je ressens, que la salle ressent ou que mon personnage exige. Le regard d'un professionnel est toujours un regard qui prend en compte la réalité des situations. Troisième P, avoir un regard papillonnant, aléatoire. Si, pour vouloir absolument regarder tout le monde, je fais comme les spectateurs de matchs de tennis à Roland-Garros, qui alternent mécaniquement l'orientation de leur regard de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche du terrain, il y a de fortes chances que ce regard hypnotique d'automate ne finisse par lasser le public, qui s'endormira entre deux tours de garde. Donc il faut que je surprenne en permanence mes auditeurs par des regards qui ne sont pas uniformément cadencés. Je peux imprimer successivement à mon regard une orientation gauche, gauche, centre, gauche, extrême droite. À chaque fois, il y a surprise, réveil de la salle,
qui est ainsi tenu en haleine. Notre 4e P est le regard à portée globale, c'est-à-dire que le bon orateur doit éviter d'oublier de regarder une partie de la salle. Il doit rééquilibrer en permanence le nombre de regards qu'il fait en direction de telle ou telle zone de la salle, car la partie du public qui se sentira la moins regardée se sentira également négligée, et pour exister, risque alors en fin de discours de nous poser des questions difficiles et de reprendre ainsi une présence et une importance dont il lui a semblé trop longtemps qu'elles nous avaient échappé. Donc, cultivez en permanence, pendant que vous parlez, les 4 P du regard professionnel, à savoir un regard permanent, un regard qui prend, c'est-à-dire qui réfléchit dans l'énergie des autres, un regard papillonnant aléatoire et un regard à portée globale, rééquilibré régulièrement. Une voix harmonieuse d'un orateur professionnel, c'est une voix qui va concilier un principe yin et un principe yang. Nous allons d'abord voir la caractéristique yin d'une voix, qui est sa capacité à être contrastée, à faire des modulations. Le premier contraste est celui de la vitesse, du débit de parole. Il y a un temps pour accélérer, il y en a un pour ralentir. Souvent, nous accélérons quand c'est important, et nous ralentissons quand c'est supposé connu. C'est une erreur. Lorsque quelqu'un nous dit « comme vous le savez tous », on a envie de lui répondre « eh bien, si on le sait tous, pourquoi tu ralentis ?» qu'il accélère au contraire. L'accélérer, c'est un peu l'équivalent à l'écrit de la parenthèse. C'est supposé connu, on peut accélérer. Par contre, quand c'est important, nous avons intérêt à ralentir. Deuxième contraste, le contraste du volume. Il y a un temps pour parler de façon plus intimiste et un temps pour parler de façon plus affirmée. Ensuite, troisième variété, celle de la tonalité. Que nous le voulions ou non, notre voix est une onde, comme tout système vivant qui est cyclé. Léonard de Vinci disait « toute vie est serpentine ». Naturellement, la voix monte dans l'aigu dans la première partie d'une phrase et redescend vers les graves dans la deuxième partie. Car la première partie de chaque phrase est celle qui pose le problème, qui interpelle, qui met en tension, et comme pour les cordes d'une guitare, la tension se traduit par l'aigu. La deuxième partie des phrases est celle qui donne la solution, qui délivre, qui rassure, qui détend. Un orateur aura intérêt à alterner délibérément ces 2 types de tonalités, en fonction de ses objectifs. Par exemple, dans un exposé didactique, qui doit rassurer, didactique voulant dire doit, pour bien démontrer. La voix qu'il a intérêt à privilégier est-elle celle de la montée dans les aigus, ou plutôt celle de la descente dans les graves? Eh bien, la deuxième tonalité, celle qui rassure. Il parlera un peu comme je suis en train de le faire. Pour rassurer son public, il descendra lentement vers les graves. Le grave pénètre les épaisseurs en physique. Il est puissant et rassure. Mais il risque aussi d'endormir la salle. Donc je devrais, comme je suis en train de le faire en ce moment, avec vous, monter de temps en temps dans l'aigu, mettre la salle en tension. Il y a une tonalité spécifique maintenant de la voix, qui est ni l'aigu ni le grave, mais le médium, qui se situe entre les deux. C'est notre voix dite naturelle. Quand nous parlons dans le médium, nous donnons l'impression d'être vrai, authentique. Votre médium, vous le trouverez quand vous répondrez par exemple à des questions banales du genre « Quelle heure avez-vous » et que vous répondrez, sans idée de manœuvre, 14h30. Ou bien encore, quand on vous demandera par politesse « Comment allez-vous » et que vous répondrez « Ça va bien, merci ». Cette façon de répondre naturellement à une question sans enjeu particulier, c'est votre médium. Essayez d'utiliser le plus souvent possible ce registre de tonalité. D'une part, lorsque vous démarrez vos grandes idées, l'équivalent des chapitres, des paragraphes dans un livre, et d'autre part, lorsque vous conclurez ces grandes idées. Comme si ce que vous dites allait de soi, était naturel. Entre 2 registres médiums, de démarrage et de conclusion de vos discours. Vous pourrez faire à votre choix des contrastes de tessiture, des alternances d'aigus et de graves,
des accélérés, des ralentis à votre voix. Mais comme votre registre médium est en quelque sorte votre signature, le marqueur de votre présence réelle, revenez-y souvent. On entend souvent dire au théâtre qu'il faut ponctuer l'oral comme on ponctue l'écrit. Qu'est-ce à dire? Quand je parle, la virgule de l'écrit, c'est une petite pause. Le point-virgule, c'est une pause moyenne. Et le point, c'est un silence. Une attention que je demande au public, qui reste alors en attente de mes paroles, comme suspendues à elle. La façon dont un orateur ponctue l'oral crée son style. Il est de même important d'observer la façon dont nos interlocuteurs ponctuent leur oral, car cela en dit long sur le sens réel de leurs phrases, comme sur la psychologie de leur auteur. Prenons par exemple la phrase assez célèbre, prononcée par un officier de l'armée française, le comte d'Autroche, lors de la bataille de Fontenoy en 1745, « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Si la pause avait été faite différemment, cette phrase voudrait dire tout autre chose. « Messieurs, les Anglais, tirez les premiers ». Autre exemple de l'importance de l'emplacement de ces pauses. Il y a quelques années, j'animais un séminaire d'expression orale pour Roussel ou Claf, aujourd'hui Sanofi, lorsqu'un des dirigeants me demande « Que pensez-vous de la communication politique de… » Et là, il me donne la liste des candidats à l'élection présidentielle française de l'époque, dans un ordre logique allant de la gauche à la droite. Il me dit donc « Que pensez-vous de la communication politique de Georges Marchais, François Mitterrand, Jacques Chirac, Raymond Barre, Jean-Marie Le Pen ?» Comme à l'époque, la question ne m'intéressait pas autant qu'aujourd'hui, je lui réponds « Je n'en sais rien. Mais par contre, je crois que je connais votre candidat dans la façon dont vous m'avez listé les candidats. » Alors je vous demande, chers auditeurs, lequel d'après vous était son candidat? Je vous répète la façon dont il m'a donné cette liste, que vous notiez ce qui a pu trahir sa préférence, qu'il voulait cependant cacher. Il me dit « Monsieur Hélion, que pensez-vous de la communication politique de Georges Marchais, François Mitterrand, Jacques Chirac, Raymond Barre, Jean-Marie Le Pen ?» Eh bien, son candidat était Jacques Chirac. Pourquoi d'après vous? Parce que c'est le seul nom de sa liste qu'il a prononcé en accélérant le débit. Après avoir dit Jacques Chirac, il ne laisse pratiquement aucun silence et enchaîne directement sur le nom suivant, celui de Raymond Barre. Comme s'il voulait, en quelque sorte, m'interdire d'avoir une répartie, de rebondir sur ses propos, peut-être pour les contester en disant « Comment ça, Jacques Chirac? Mais vous n'y pensez pas !» Nous avons tendance à accélérer nos propos, en fait, quand on veut les banaliser. Inversement, pour mettre en avant une idée forte, le plus simple est encore de ralentir, ou de faire une pause avant le mot, voire même une pause après l'énonciation du mot. Par exemple, soit je parle dans la vitesse et l'exagération en disant « les meilleurs outils de la vente sont… », soit je parle de façon plus impactante et circonstanciée en disant « je vous propose de voir aujourd'hui 3 bons outils de la vente ». Et les 3 bons outils de la vente vaudront beaucoup mieux par leur ralenti que l'accéléré et l'exagération d'une assertion. Parmi les tics de l'orateur les plus pénalisants figurent en bonne place les sempiternels « e ». Comment les éviter? En comprenant d'abord qu'un « e » est un silence dont on a voulu se dispenser, alors qu'on aurait dû l'accepter. Voulant absolument combler un silence ressenti comme un vide, révélateur d'un pseudo-manque, d'une impuissance de notre part, nous voulons absolument le combler par ce qui peut venir le plus facilement à notre esprit, cette locution toute faite et sans enjeu qu'est le « e ». Pour ne plus prononcer de « e », commençons par nous habituer à mieux vivre les silences face à un auditoire, à les vivre comme une pause salutaire dans notre réflexion et dans la digestion que peut faire la salle de nos propos.
Mais pour accepter ces silences, encore faut-il les accompagner d'un deuxième réflexe, celui de les combler par un vrai regard. Car effectivement, un silence face à du vide, de l'inconnu, a de quoi nous troubler et entraîner des Alors que profiter du silence pour interpeller la salle du regard, exercer sur elle un salutaire feedback, en vérifiant par le regard ce qu'elle pense de nos propos, l'effet qu'ils ont eu sur elle, s'il est nécessaire ou non de les préciser. Cela nous redonnera une force que l'on a déjà vue. C'est la deuxième des forces physiques de l'orateur, celle du regard qui prend. Donc vous ne supprimerez vos « que par le silence, et n'accepterez de faire davantage le silence qu'en les remplissant par votre regard qui prend en compte les données de la situation que vous vivez. La deuxième caractéristique d'une bonne voix d'orateur, c'est sa dimension yang, à savoir le fait qu'elle soit rythmée par des toniques. Pour qu'un orateur montre à son public du tonus, encore faut-il qu'il utilise des toniques, avec un minimum de 2 par phrase, bien qu'on puisse en faire bien sûr beaucoup plus. La première tonique doit accompagner la première syllabe du premier mot de votre phrase. Et la deuxième tonique, minimum, est à faire sur la dernière syllabe du dernier mot de votre phrase. C'est pourquoi il peut être gênant de finir une phrase sur un mot qui se termine par une voyelle faible, comme le « e » en français. Ainsi, conclure une phrase en disant « en accord avec les autres » rendra difficile d'accentuer le « tre » et de dire les autres. Donc, attaquez vos phrases, on peut mollir un peu au milieu de ces phrases, et ciselez bien la fin de vos phrases. Et la phrase suivante, on fait la même chose. En général, on nous coupe la parole entre 2 phrases, à leur jointure. L'enchaînement des phrases, avec leur attaque et leur clôture, par des toniques, peut être graphiquement comparé à la succession verticale des os de la jambe, le fémur étant relié au tibia et au péroné par des renforcements d'os et de cartilage assimilables à nos toniques. Et cette liaison des cols des os par le genou est plus fragile que l'os lui-même. En rhétorique, notre fragilité, c'est le moment où l'on risquera de se faire couper la parole, si nous n'avons pas mis en place nos toniques entre 2 phrases, c'est-à-dire sur la dernière syllabe du dernier mot de la phrase précédente et sur la syllabe du premier mot de la phrase qui suit. Malheureusement, beaucoup d'orateurs font l'inverse. Ils commencent à parler, on n'entend pas le début des phrases, puis on entend le milieu des phrases et on n'entend plus la fin. Et la phrase suivante, c'est à peu près la même chose. En cultivant les 2 grandes caractéristiques yin et yang de la voix, et en particulier en alternant les tons et en rythmant par des toniques, vous vous construirez une belle voix d'orateur. Pour s'assurer d'une bonne verticalité, dont on a vu que c'est une des 3 forces principales de l'acteur, encore faut-il avoir de bons appuis. Ceux-ci sont au nombre de 6. Les 2 premiers viennent des pieds. Que vos pieds soient en permanence bien plantés au sol, comme si vous aviez l'impression, tel un arbre, d'avoir des racines qui viennent de terre et qui vous pénètrent en remontant à l'intérieur de vos jambes. Or, souvent, face à la pression de certains événements en public, nous avons le défaut de ne pas savoir, comme dit l'expression, sur quel pied danser. Soit nous nous balançons latéralement, soit nous avançons pour mieux reculer ensuite. Certains orateurs, en arrivant sur scène, lancent en avant l'une de leurs jambes et commencent leur discours en déséquilibre corporel. D'autres, n'appréciant guère certaines remarques de leur auditoire, émettent des sortes de ruades en lançant en arrière une de leurs jambes. D'autres, enfin, élèvent un peu les talons du sol comme s'ils voulaient se grandir, cette dernière gestuelle pouvant indiquer la crainte de ne pas prendre assez de hauteur soi-même ou d'être aspiré vers le bas par un interlocuteur ou un public trop terre-à-terre ou bas de gamme. Les 3e et 4e appuis sont les épaules. Dans l'art rhétorique, comme dans beaucoup d'autres activités humaines, sportives en particulier, on se doit de garder les épaules basses en arrière, ce qui permet d'une part une meilleure respiration,
et d'autre part une meilleure image de sa présence au public. On retrouve ce principe au théâtre, chez les mannequins, chez les choristes, chez les archers, chez les cavaliers. Une bonne respiration ventrale vous fait automatiquement baisser les épaules et le centre de gravité de votre corps. Ce qui les fait monter, c'est la respiration thoracique. Maintenant, le cinquième appui, c'est le crâne. Ayons la voûte crânienne parallèle à la voûte céleste, ce qui procure un certain standing, une hauteur face aux événements, une élévation, un port de roi, un port de reine. Ainsi cadré par la terre et le ciel, les pieds et la tête, l'orateur incarnera bien ce que tout humain prétend être, un maillon entre les puissances telluriques et le divin céleste, entre la bête et l'ange. C'est le chaînon manquant entre l'élévation et l'humilité qui vient du muscle à terre. Au théâtre, un bon orateur se doit d'avoir les pieds dans la terre et la tête au ciel. Pour cela, représentez-vous, quand vous parlez, comme une sorte de fil qui relie en permanence le local au global, l'immanent au transcendant, votre présence à l'essence de l'univers. Vous incarnerez alors physiquement cette belle phrase de Shakespeare dans Richard II, qui pourrait être une définition à la fois stratégique et corporelle du charisme. Au nom du ciel, asseyons-nous toujours à terre. Enfin, quel pourrait être le sixième appui ? En fait, c'est la deuxième force de l'orateur, que nous avons vue précédemment, à savoir le regard qui prend. Quand j'ai un regard qui prend en compte un horizon extérieur à ma personne, cet appui horizontal sur l'altérité fédère verticalement mes 5 autres appuis. C'est donc le plus important. Le sixième appui fédère les 5 autres. Face à une salle, évitez de marcher lors des moments forts de votre discours. Vous pouvez certes, et c'est même souhaitable, vous déplacer de temps à autre pour vous orienter ou vous rapprocher d'une partie de la salle que jusque-là vous n'aviez pas particulièrement privilégiée. Et ce de façon à ce qu'à la fin de votre discours, l'ensemble de l'auditoire ait été également impliqué. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faille déambuler en permanence. Les 3/4 du temps, soyez bien ancrés au sol. Campez non sur vos positions, mais sur une saine confiance en vous-même. Évitez de parler en marchant, pour ne pas distraire l'attention auditive, qui est vite perturbée par le visuel. Et si vous devez parler un peu, pendant votre déplacement, ne prononcez pas là la partie essentielle de votre discours. Sur les mots importants, que sont les noms propres, les noms de personnes ou de pays, les identités, arrêtez-vous systématiquement pour faire face à la salle en les prononçant. Car quand vous marchez, la salle a tendance à vous voir de profil, comme si vous cherchiez à l'éviter, et elle sera alors d'autant moins convaincue de vos propos qu'elle aura l'impression que vous cherchez à l'éviter du regard et des épaules. D'une façon générale, que vos épaules et votre tête suivent votre regard. Ne parlez pas aux gens en regardant ailleurs que dans leur direction. Ou alors faites-le à dessein, pour ne pas être interrompu dans ce que vous étiez en train de dire. En répondant par exemple à un auditeur qui était sur votre côté et qui vous interrompt, et en lui disant alors « je vous réponds tout à l'heure », vos épaules, qui doivent donner la direction de votre corps, et vos intentions, ayant gardé leur direction initiale, vous montrerez par là même votre détermination à ne pas vous laisser distraire de votre intention initiale. Nous avons vu précédemment l'importance d'avoir des appuis physiques au sol. Ceci n'est pas valable uniquement pour les orateurs. Dans les sports de combat, quand quelqu'un a tendance à s'alléger des talons, il prend le risque d'être balayé facilement par son adversaire, car il se met en position de fragilité. Le déroulé de nos pas est en fait un rapport à 3 temporalités et à 3 types de comportements. Le premier temps du déroulé consiste à poser le talon du pied. C'est l'attaque du pas, l'origine du mouvement, le passé du pas. Ceux qui privilégient et accentuent cette partie du pas dénotent ainsi un désir de rester ou de revenir à des acquis tangibles, ou encore révèlent une nostalgie des origines.
On retrouve cette préférence pour le talon chez ceux qui marchent avec un martèlement du talon dénotant ainsi un côté assez autoritaire, voire agressif, rempli de certitude. C'est le cas du pas de loi des nazis ou des soldats communistes. Certaines personnes qui cherchent à se suraffirmer en viennent même à mettre des fers sous les talons de leurs chaussures. Dans certains moments difficiles, nous pouvons être tentés de relever la pointe d'un de nos pieds en ne prenant plus appui que sur son talon. Cette gestuelle, assimilable à une sorte de hola, de herse, que l'on met entre soi et les autres, est un signe de protection ou de méfiance. Maintenant, le milieu du pied, la voûte plantaire, le milieu du mouvement du pas indiquent eux le présent. Celui qui cherche à s'appuyer sur cette partie centrale du pied, qui pourtant ne touche pas le sol, donne l'impression de marcher sur des œufs, ne s'appuyant que sur l'extrême avant et l'extrême arrière du pied. Il ne veut pas forcément fuir la situation, mais ne la vit pas pour autant avec assurance. Enfin, troisième temps du pas, la pose des pointes de pied, qui est la finale du déroulé, mais aussi l'appel du pas suivant, donc du futur. Privilégier cette partie du pas, c'est se donner une marche furtive sur les pointes. Comme dit justement l'expression, on y va sur la pointe des pieds, prêt à détaler au quart de tour vers un futur idéalisé préféré au présent ressenti comme dangereux. L'accentuation des deux temps extrêmes, l'origine et la finale du déroulé du pas, correspondent à des comportements humains primaires et extrêmes, l'agressivité et la soumission. En position debout, comme en position assise, je vous recommande donc, pour donner de vous une image d'assurance et de puissance tranquille, d'avoir en permanence les trois temps du pas équilibrés, les trois parties du pied également posées au sol, mais avec une pression, un poids légèrement plus accentué sur vos talons que sur les deux autres parties du pied. C'est votre garantie de puissance, qui ne doit jamais être devant vous, mais derrière vous, en réserve. L'avantage d'avoir les épaules basses en arrière, outre de permettre une meilleure respiration, est de donner une image saine et forte de soi, car cela permet de dégager le cou. Or, le rapport au cou COU est un rapport au cou COUPS. Celui qui craint les coups a tendance, en général, à se cacher le cou, voire à le toucher de la main, à le protéger, par devant, quelquefois en se pinçant la glotte, par derrière, en se caressant la nuque, en resserrant aussi le col de sa cravate pour le remonter, et surtout en haussant les épaules. D'ailleurs, les personnes qui, comme dit l'expression, retiennent leur souffle, par inquiétude ou par colère, gardent en général les épaules hautes, ce qui est souvent la marque des gens stressés et des caractères dits primaires, au sens de premier degré, sans réfléchir, réactifs. Les comportements agressifs ou hésitants, ou soumis, privilégient les épaules hautes. Je le vois en négociation, au moment en particulier où il faut annoncer un prix, une exigence de salaire, une mauvaise nouvelle, et que l'on a peur que ça se passe mal, en général, on hausse les épaules. Pour donner de vous une belle image de force tranquille, gardez le plus souvent les épaules basses en arrière et découvrez le cou. Dans certaines institutions, comme l'armée, on demande aux soldats de lever le menton, ce qui a pour effet effectivement de dégager le cou, de montrer son assurance tranquille. Mais la formule de lever le menton n'est pas très heureuse, parce qu'à force de lever le menton, on apparaît un peu mussolinien, prétentieux, méprisant, comme s'il s'agissait de passer par-dessus l'autre qu'on ne veut plus voir. Il vaut mieux avoir les épaules basses en arrière, le menton parallèle au sol, ce qui dégage bien le cou, sans avoir l'inconvénient d'apparaître inutilement dominant. Beaucoup de dirigeants et de managers que je coach ont inconsciemment envie de se protéger le cou dans des moments qui les affectent particulièrement, ou des périodes de vulnérabilité. Soit ils portent alors une écharpe, un col roulé, un col de chemise relativement haut. Une des premières mesures qui alors les renforcera dans leur assurance sera de les faire privilégier des vêtements qui dégagent le cou, montrant ainsi qu'ils ne craignent pas les coups. Quand un orateur a le choix, il aura intérêt à préférer la position debout plutôt que la position assise.
Debout, en effet, il aura davantage d'aisance, de marge de manœuvre. Il se sentira moins entravé, car l'espace libère les énergies. Assis, il risque de trop s'appuyer sur les objets qui l'environnent. Quand nous avons à notre portée des objets, des tables, des chaises, des pupitres, nous avons tendance à les surutiliser, à perdre ainsi notre verticalité en s'appuyant trop dessus, voire en s'y affaissant. Certains orateurs auront tendance aussi à trop se pencher en avant, en collant le ventre contre la table devant eux. D'autres à s'enfoncer sur leur chaise en collant trop le dos contre le dossier de la chaise, en se penchant en arrière, comme s'ils parlaient le dos au mur. Certains, enfin, se coinceront le corps des deux côtés à la fois. Ainsi encastrés entre la table et la chaise, ils seront privés de la pleine amplitude de leur respiration, ainsi que physiquement et psychologiquement de leur espace de manœuvre. Leur aisance d'orateur s'en ressortira. Essayez en général d'avoir deux marges de manœuvre. Une devant vous, entre le rebord de la table et votre ventre, et une derrière vous, entre votre dos et le dossier de la chaise. Ce qui vous fera d'ailleurs vous asseoir à peu près au milieu de la chaise. Une fois bien assis, l'orateur aura intérêt à respecter deux lois d'espace physique. La première concerne l'écartement de ses pieds, et la seconde la profondeur de l'allongement de ses jambes et de l'avancée de ses pieds. L'écartement des pieds veut dire qu'en général, vous avez intérêt à écarter les pieds à peu près dans la dimension de la largeur de vos épaules, ou de celle de votre bassin, si celui-ci est plus large que vos épaules. Vous serez ainsi physiquement et psychiquement dans votre assiette, stable, et bien campé sur vos positions. L'agressif aura tendance à déborder de cet écartement. Il écartera les pieds d'une distance supérieure à la largeur de ses épaules. Le soumis, inversement, aura tendance à coller en quelque sorte ses pieds comme s'il se mettait au garde à vous, en position de soumission. La deuxième loi est celle du champ de profondeur. Essayez d'avoir la pointe des pieds à l'aplomb des genoux. Ainsi, vous serez assertif, bien dans votre cercle, sans vous laisser envahir et sans envahir l'autre. Alors que l'agressif, lui, aura tendance à déborder de son espace vital, à allonger ses jambes, ce qui les fera alors passer sur le talon du pied, dont on a vu qu'il était un marqueur de la force suraffirmée et de la violence. En faisant cela d'ailleurs, son buste va reculer en arrière, comme s'il essayait de prendre de la distance par rapport à l'auditoire. Inversement, le soumis, lui, va ramener les pieds sous la chaise et passer ainsi sur la pointe des pieds. Certains même n'hésitent pas à enrouler leurs pieds derrière les deux pieds avant de la chaise, comme s'ils s'accrochaient aux branches. Ils se laissent ainsi en quelque sorte pénétrer par leur interlocuteur. Un bon orateur aura en fait la position de cette statue, à Washington, du président Lincoln, qui d'une part a bien la pointe des pieds à l'aplomb de ses genoux, et d'autre part l'écartement des pieds, ainsi que des bras, dans l'écartement de ses épaules. Le travail sur notre souffle nous permettra d'avoir accès à notre puissance personnelle, indispensable en particulier à tout bon orateur. La langue française comporte des expressions qui traduisent bien cette importance de la respiration. Il ne manque pas d'air, il nous pompe l'air, j'en ai le souffle coupé. Les crises d'inspiration, d'ailleurs, des grands artistes, sont souvent d'abord des crises respiratoires, à l'issue desquelles il faut retrouver un second souffle. On est aussi souvent fatigué, sans cependant faire beaucoup de choses, simplement parce qu'en fait on respire peu. On ne se sert que de 10% de sa capacité respiratoire. Et on respire mal, et donc on a peu d'énergie. La respiration automatique, c'est-à-dire sans en être conscient, et notre respiration faible nous éreinte. Et comme on est en dette d'oxygène, on respire alors trop avec les muscles du cou, ce qui engendre un état de stress. Pour bien respirer, il faut d'abord avoir une représentation juste de la mécanique respiratoire, alors qu'elle est souvent vague et fausse. Apprenez donc d'abord à localiser votre diaphragme, qui est la clé d'une bonne respiration. Il s'attache sur l'ensemble de la coupole du milieu du corps.
Faites le tour de votre cage thoracique avec votre main ainsi que du diaphragme. Allez sentir vos basses côtes, vos côtes flottantes. Votre diaphragme antérieur va s'insérer dessus. Ensuite, faites la montgolfière avec votre ventre, c'est-à-dire inspirez en gonflant le plus possible votre diaphragme et expirez en le rentrant. Le contraire de ce qu'en font beaucoup de personnes, qui font rentrer l'air inspiré par le haut de la cage thoracique, alors qu'il devrait descendre jusqu'au niveau du ventre. Imaginez ce faisant le mouvement de vos côtes comme celui des anses d'un seau qu'on replie. Attention cependant, quand on respire et qu'on ouvre son diaphragme, on oublie de percevoir le diaphragme latéralement, ainsi que du côté du dos, car on sous-utilise la zone arrière dans notre respiration. Pour reprendre la pleine puissance de votre respiration, imaginez que votre diaphragme est comme un parapluie interne qu'on ouvrirait de tous les bords à la fois. C'est en mettant de la conscience partout que l'on améliore en fait sa respiration, car, et c'est dommage, on ne travaille que ce que l'on voit. Inspirez en ouvrant le parapluie de partout et en resserrant l'anus pour remonter le périnée, tout le reste du corps étant relâché. Respirez jusque dans la plante des pieds et lentement, ce qui fera augmenter le diamètre de vos artères et vous détendra. Inspirez par le nez et expirez par la bouche, et que votre expiration soit 2 fois plus longue que l'inspiration, et ce en gardant en permanence les épaules basses. Concentrez-vous sur le relâchement. La conscience vous aide à localiser des espaces potentiels de respiration et en étant plus présent à vous-même et donc en vous donnant plus de présence sur scène. Le plus souvent, même assis, par exemple devant l'ordinateur, respirez consciemment, de façon ample et profonde. En prenant l'habitude de respirer ainsi, vous accumulerez de l'énergie sans l'utiliser immédiatement, mais pour vous préparer à la performance au moment choisi. Vous pouvez d'ailleurs être conscient de votre respiration tout en faisant autre chose. Plus vous apprivoiserez votre corps et le respecterez, plus ses possibilités seront énormes et vos performances suivront. Il est normal d'éprouver du trac avant de prendre la parole en public. Les symptômes en sont connus. La voix qui monte dans les aigus, la sueur qui perle sur le front, le pied qui s'agite nerveusement, le fait que tout s'embrouille dans notre tête. Toutes nos réactions corporelles, dont le trac fait partie, sont en fait préparatoires à l'action. Il y a par le trac une concentration de l'énergie, avec toutes les gênes que cela peut provoquer. Pour que le trac ait une fonction positive pour l'orateur, il faut que cette énergie soit en fait utilisée, dépensée de façon consciente, volontaire, contrôlable. Sinon l'organisme sera en hyperfonctionnement et risquera de se détériorer, de même que le moral de l'orateur. Il faut encore que cette dépense se fasse en direction de la cause déclenchante, c'est-à-dire vers la situation d'origine, l'auditoire. Les dépenses libératoires d'énergie se feront en impliquant les 3 forces physiques de l'orateur que nous avons vues précédemment. D'abord par des postures ouvertes vers l'auditoire. Il faut dégager la cage thoracique. Pour cela, laissez vos mains naturelles le long du corps, et pour ne pas les sentir lourdes et inutiles, servez-vous-en. Au départ, vous pouvez forcer vos mains à s'animer. Tenez-les au-dessus de la ceinture. Vous éviterez ainsi l'envie de les mettre dans vos poches, et cela ventilera la cage thoracique. Je reprends ce paragraphe parce qu'on a dû entendre un bruit de l'ordinateur. D'abord par des postures ouvertes vers l'auditoire. Il faut dégager la cage thoracique. Pour cela,
laissez vos mains naturelles le long du corps. Et pour ne pas les sentir lourdes et inutiles, servez-vous-en. Au départ, pour forcer vos mains à s'animer, tenez-les donc au-dessus de la ceinture. Vous éviterez ainsi l'envie de les mettre dans vos poches. Et cela ventilera la cage thoracique. Ensuite, vous libérerez ces énergies par un regard véritable sur l'auditoire. Je recommence. Ensuite, vous libérerez vos énergies par un regard véritable sur l'auditoire. Pour ne pas vous laisser déstabiliser par le public, regardez-le droit dans les yeux, y compris s'il s'agit d'un journaliste qui vous interviewe. Et si vous vous sentez mal à l'aise face aux yeux de quelqu'un, fixez la racine de son nez. Enfin, vous libérerez vos énergies négatives par une voix que vous allez pousser vers l'auditoire, par une respiration abdominale amplifiée que nous avons vue et qui en est le ressort. Respirez lentement et pas trop à fond, ce qui aurait pour effet de trop comprimer le cœur. Vous pouvez également bâiller, si on ne vous voit pas, à vous en décrocher la mâchoire, la bouche grande ouverte, car bâiller est idéal pour se relaxer et préparer le voile du palais et la gorge à émettre des sons. Si, cependant, vous avez encore le trac, et même pire, l'impression d'étouffer par manque d'oxygène, au lieu d'inspirer, faites donc tout le contraire. Profitez d'une fin de phrase pour expirer à fond. Le gaz carbonique va s'évacuer et votre souffle redeviendra normal. En conclusion, dites-vous qu'un peu de trac ne fait pas de mal. Au contraire, il agit comme un formidable excitant qui va vous aider à mobiliser toute votre énergie et à vous dépasser. Le trac et le stress peuvent entraver votre salivation et rendre votre bouche sèche, ce qui altérera la qualité de votre diction et entraînera le tic dit de la bouche sèche, désagréable à entendre pour le public, qui peut être agacé de vos... La sécheresse de la bouche peut faire aussi que l'orateur passera régulièrement la langue sur ses lèvres pour les humidifier. Ce mouvement de la langue trahissant une certaine gêne peut aussi toutefois signifier à contrario la gourmandise, l'appétit et le contentement de quelqu'un qui savoure à l'avance ce qui va se passer. Donc il convient d'en relativiser l'impact visuel. Il n'en reste pas moins qu'il sera indispensable pour l'orateur, avant sa prestation, de s'humidifier les lèvres, par exemple avec quelques gouttes homéopathiques de plantes relaxantes. Sinon, il pourra aussi se mordre fortement la langue. Il s'ensuivra immédiatement une salivation abondante qui suffira à redonner de l'aisance à son gosier. Dans la même optique de bien aménager gorge et cordes vocales, sucez des bonbons au miel pendant une bonne heure avant votre entrée en scène. Humidifiez ensuite vos cordes vocales en buvant des boissons chaudes. Et assurez-vous qu'une bouteille d'eau sera, pendant l'intervention, à portée de main. Attention également à ne pas vous racler la gorge par le traditionnel de démarrage qui, trahissant votre trac, risque en fait de l'augmenter par irritation des cordes vocales. Pour vous déstresser et faciliter votre articulation verbale, massez-vous les muscles autour de la bouche, les lèvres, les joues et le cou. Pour gérer votre trac dans les heures et les instants qui précèdent votre intervention orale, essayez d'abord de le relativiser. Peu de personnes en effet en sont dispensées, même les professionnels. Sarah Bernard, qui entendit un jour une jeune actrice dire « Moi, je n'ai jamais eu le trac », lui répondit simplement « Vous verrez, quand vous aurez du talent ». Relativisez donc les conséquences d'un éventuel échec. Seront-elles si terribles que cela? Rappelez-vous aussi des grandes inventions scientifiques ou des belles carrières qui sont souvent bâties sur un important échec initial. Remémorez-vous vos succès et vos points forts, et dites-vous qu'il n'y a aucune raison d'échouer. Inversement, désacralisez votre public en l'imaginant dans des situations triviales. Familiarisez-vous avec votre auditoire en saluant, dès que vous le pourrez, les gens que vous connaissez déjà.
et en vous souciant bien sûr de tous, de leur confort, s'ils voient bien de là où ils sont. Donnez-vous un rituel de réassurance. Faites un geste symbolique, comme toucher un gris-gris porte-bonheur, ou comme certains embrasser une petite médaille, faire un signe de croix et autres gestes fétiches. Enfin, juste avant d'entrer en scène, faites ce qu'on appelle au théâtre coulisses, en vous isolant quelques minutes en dehors de la scène pour mieux vous concentrer et vous mettre dans votre personnage. Vous pouvez profiter de cette coulisse pour, juste avant cette concentration, faire une série de grimaces, pousser quelques cris archaïques et secouer violemment vos mains, comme pour vous débarrasser des scories qui vous entravent. L'art oratoire étant d'abord un art musculaire, la bonne organisation anti-stress et anti-trac de votre intervention publique commencera par celle de votre corps. Choisissez des vêtements qui vous sont familiers, amples, et dans lesquels vous êtes à l'aise. Desserrez tout ce qui peut entraver la bonne circulation sanguine. Lacets de chaussures, ceinture, cravate, montre et autres. Pour mieux retrouver la complicité de votre corps, faites-vous faire aussi un petit massage dans la journée de votre intervention. Revoyez ensuite votre logistique personnelle. Relisez vos notes de format maximum d'un quart d'A4 et sur lesquelles vous n'aurez écrit que d'un côté en mettant en exergue 2 à 3 mots clés par page. Vérifiez-en la numérotation ainsi que le bon classement. Enfin, appropriez-vous votre espace scénique en modifiant, voire en déplaçant, certains objets pour les mettre à votre main. Allez voir cet espace de loin, du dernier rang de la salle, pour vérifier l'impression que vous allez donner à l'auditoire. Qu'allez-vous avec les techniciens son, en les modérant dans leur ardeur créative? Ils ont en effet tendance à vouloir prouver leur expertise par des jeux de lumière qui auront souvent pour plus sûr effet soit d'endormir la salle par une mise dans l'obscurité exagérée, soit de la distraire visuellement de la profondeur auditive de vos propos par des éclairages pas toujours très heureux, et bien souvent aveuglants pour l'orateur. Vérifiez votre micro en privilégiant le micro-cravate, qui cachera moins votre visage et n'entravera pas votre aisance gestuelle. Enfin, testez la résonance de la salle en lançant quelques phrases à voix haute, ainsi que le bon fonctionnement du visioprojecteur et de son système de cache. Comment gérer votre stress durant les mois qui précèdent votre intervention? L'inconnu fait en général peur. Alors, pour faire en sorte que le jour J vous soyez plus à l'aise à parler en public, il faudra vous familiariser avec l'événement tant redouté, l'apprivoiser. Pour cela, reconnaissez le terrain, obtenez le maximum d'informations sur les conditions et l'environnement de votre future intervention. Appropriez-vous le territoire en allant le visiter, la salle comme la route qui y amène. Rencontrez également les gens qui seront sur scène avec vous ou qui en assureront la logistique, l'éclairage en particulier, et identifiez quel sera votre public en allant en rencontrer quelques échantillons préalablement. Imaginez-vous le jour J avec toute la force de vos 5 sens. D'abord en visualisant cette journée la plus positive possible, c'est-à-dire que vous vous voyez réussir cette prestation avec un double regard. Vous vous voyez souriant, détendu et triomphant sur la scène, et en mode caméra américaine, vous voyez ensuite aussi la salle détendue, souriante et confiante dans votre succès. Ensuite, projetez-vous auditivement. Entendez à l'avance votre voix claire, chaude et enthousiaste, ainsi que les rires, la clameur du public, de ses applaudissements et de ses félicitations finales.
Enfin, ressentez les poignées de main de satisfaction, les tapes sur l'épaule de complicité. Humez le parfum de la victoire, qui peut être celui de la coupe de champagne qui vous sera peut-être offerte. Le jour J arrivant, vous aurez l'impression d'avoir déjà vécu la situation dont vous connaissez l'issue nécessairement positive. Cette impression de familiarité renforcera votre confiance en vous et votre aisance et contrebalancera votre trac. Rappelez-vous aussi vos succès oratoires précédents et identifiez, en le relativisant, ceux qui vous avaient fait peur. Reprenez de l'exercice physique pour retrouver votre corps, sport, yoga, gymnastique, arts martiaux, et multipliez les situations d'exposition de votre personne, tels que jeux de rôle, cours de théâtre, cours de chant. Enfin, vous pouvez vous faire coacher, consulter un psychologue, utiliser des méthodes telles que l'hypnose, la sophrologie, la programmation neurolinguistique, dite PNL, et pourquoi pas, un traitement homéopathique. Pour bien parler en public, vous avez d'abord intérêt à être clair. Or, aujourd'hui, la clarté d'un discours, écrit comme parlé, se mesure bien par des indices dits de lisibilité. Le plus connu d'entre eux et le plus facile à appliquer est l'indice de Gunning, son auteur, ou indice de brouillard. Certains programmes Word ou Windows ont proposé cet indice quand vous alliez dans la partie Tools, outils du menu. Plus le niveau de cet indice est élevé, et moins vos interlocuteurs y verront clair dans votre discours, devenu opaque comme un brouillard. Cet indice est facile à calculer. Il est égal, dans la langue française, à 40% de L plus P. Encore faut-il savoir ce que veut dire la lettre L et ce que veut dire la lettre P. L est la longueur moyenne d'une phrase en nombre de mots. Si L égale 12, c'est qu'en moyenne, vos phrases contiennent 12 mots. Un simple article compte pour un mot à part entière. Ainsi, l'expression « l'extraordinaire maison » a une longueur de 3 mots. La lettre P indique, elle, le pourcentage de mots longs. Plus votre discours contient de mots de plus de 3 syllabes, plus votre P est élevé et votre texte illisible ou inaudible. C'est pour cela qu'en général, il vaut mieux utiliser des mots du Moyen-Âge, plus simples, que ceux dont s'est dotée la langue française lors de la réforme linguistique de la Pléiade à l'époque de la Renaissance, qui a créé de nouveaux mots considérablement rallongés parce que, en général, construits à l'aide de préfixes ou de suffixes grecs ou latins. Ainsi, le mot de 2 syllabes « maison » sera plus facilement lisible et retenu que le mot de 4 syllabes « habitation ». Prenons un exemple d'application de cet indice de lisibilité. Votre discours fait 120 mots, qui se répartissent sur 24 phrases. Et il contient au total 12 mots longs, c'est-à-dire de plus de 3 syllabes. L fera alors 120 divisé par 24, c'est-à-dire 5 mots en moyenne par phrase, ce qui est court, presque de l'ordre du discours parlé. Et P, le pourcentage de mots longs, sera 12 divisé par 120, c'est-à-dire 10. 10 plus 5 égale 15, et 40% de 15, on est à 6, d'indice de Gunning. Or 6, c'est exactement le niveau d'indice de Gunning qui est recommandé à l'oral. Le niveau d'indice acceptable le plus élevé est 12 à l'écrit. Et encore ne concerne-t-il que des textes qu'en général moins de 10% d'une population occidentale, une population qui doit être du niveau du 3e cycle universitaire, est capable de comprendre. Quand vous écrirez
avec un niveau de 12 de gunning. Moins de 10% d'un auditoire moyen pourra vous comprendre. 10, c'est le niveau d'indice des quotidiens. Le niveau de 9 est celui que ne doivent pas dépasser des revues comme le Reader's Digest, la digestion du lecteur, qui propose des textes ardus, souvent scientifiques ou techniques, mais réécrits pour qu'ils soient digestes justement et à la portée des non-initiés. Le niveau d'indice de 8 concerne les grands magazines, comme Paris Match, l'Express. 6 concerne l'oral, et 5 les textes des bandes dessinées. Vous avez un deuxième indice de lisibilité du discours, plus compliqué à calculer, mais dont l'esprit en fait est simple. C'est l'indice de flèche ou indice de personnalisation, qui veut que plus un discours contient des mots à la deuxième personne, plus l'auditoire ou le lecteur se sent personnellement impliqué. Ce sont des mots comme tu, toi, ton, tes, vous, votre, vos. Plus vous emploierez ces mots au détriment des formules impersonnelles, comme « il est interdit d'afficher »,« on ne doit pas », plus les personnes se sentiront concernées par votre discours, en seront attirées et auront tendance à le retenir. Donc, vous l'avez remarqué, des deux indices principaux qui sont à votre disposition pour mesurer la lisibilité et améliorer l'impact sémantique de nos discours, le premier est Yang, structuré, cerveau gauche, l'indice de Gunning, alors que le deuxième, celui de flèche, est Yin, affectif, émotionnel, cerveau droit. Nous retrouvons donc, là aussi, cette éternelle dichotomie humaine du clair et du sensible. Qu'est-ce que l'impact d'un discours? Prenons comme image la construction des temples et des ouvrages d'art. Dans l'Antiquité, pour faire tenir une toiture importante, la voûte d'un temple, on prenait des colonnes dont la base était plus large que le sommet. Eh bien, l'architecture a opéré une véritable révolution qui va dans le sens de l'impact. Regardez un pont comme celui de Tancarville, par exemple, les colonnes ont une base plus étroite que le sommet qui va en s'évasant. Eh bien, il s'agit là d'un impact. L'impact, comme l'efficacité, qui est la science des effets maximum, c'est avoir le plus de sens pour un minimum de mots. Avoir de l'impact, c'est par exemple préférer parler au singulier qu'au pluriel. D'ailleurs, il suffit que vous transformiez vos mots du singulier au pluriel pour qu'ils se dévalorisent. L'amour, pourquoi pas? Les amours, c'est plus médiocre. L'honneur, c'est bien. Les honneurs, c'est plus bas de gamme. Le respect, pourquoi pas? Mais respect, c'est plus faillot. La liberté, c'est bien. Les libertés, c'est la féodalité. La toilette, c'est pas mal. Les toilettes, ça devient sanitaire. Garder le singulier, c'est garder un impact. C'est comme la loi de Pareto, des 20-80. Avec 20% d'efforts, vous avez 80% de résultats. Pour avoir de l'impact, essayons de classer les mots par leur nature plus ou moins impactante. Qu'est-ce que nous mettrions en priorité? Eh bien les verbes, et essentiellement les verbes d'action, puis les verbes d'émotion. Ensuite, après les verbes, les noms et les pronoms. Puis, ayant encore moins d'impact, les adjectifs. Court d'abord, plus long ensuite. Et enfin, les adverbes. D'ailleurs, vous pouvez très bien enlever la plupart de vos adverbes dans un discours, ça ne changera guère le sens profond de ce discours. Eh bien, plus vous irez vers les mots de nature du bas de cette échelle, à savoir les adjectifs et les adverbes, moins votre discours aura de l'impact. Or, il y a au moins 3 défauts qui nous font tomber vers des impacts médiocres. Le premier, c'est de ne plus tenir ces verbes. C'est-à-dire de nominaliser ces verbes. Par exemple, au lieu de dire emprisonner, je dirais mettre en prison. Je passe d'ailleurs à 3 mots au lieu d'1, et la formule est moins forte. Les orateurs qui ont, en quelque sorte,
peur de s'affirmer ou d'affirmer leurs idées, ont tendance à nominaliser leurs verbes, à ne plus les tenir. Deuxième défaut, le doublement des noms. Au lieu de dire un balayeur, par exemple, je veux dire un technicien de surface. Au lieu de parler de serveuse, je parlerai d'hôtesse d'accueil. Et même le nom est considéré par certains comme trop fort. Ils vont l'adjectiviser par leur couche d'en dessous, en quelque sorte. Au lieu de dire une école, ils diront un établissement scolaire. Au lieu de dire un hôpital, ils parleront d'un centre hospitalier. Il y a quelques années, à l'issue d'un séminaire, nous allions déjeuner, et un des participants me dit « Ça vous ennuie si j'enlève l'élément fleuri de la table ?» Il voulait simplement parler de fleurs. Je vais vous prendre un exemple d'une même phrase dite avec un impact, et la même phrase dite avec les défauts d'impact assez courants aujourd'hui. Hier, j'ai posé des questions à l'agent de surveillance de l'établissement scolaire. Je parle comme ça plus de 5 minutes et la salle va décrocher. Cette phrase voulait simplement dire « Hier, j'ai questionné le gardien de l'école ». Donc, pour avoir un impact, essayez d'imiter Jules César à qui l'on demandait comment s'est passée ta campagne des Gaules et qui se contenta de répondre « Vini, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. C'est-à-dire qu'il parlait à travers des verbes et il n'en a pas dépassé 3 puisqu'à 4, nous le verrons, commence l'infini. L'être humain a une propension étonnante à assimiler le beau au vrai. Une personne aussi intelligente que Marcel Dassault, fondateur du groupe industriel du même nom, avait coutume d'affirmer que lorsqu'il hésitait entre 2 ailes d'avion, il choisissait toujours la plus belle, étant persuadé que c'était forcément la plus efficace. Affirmation fort contestable au demeurant, et jamais démontrée scientifiquement. Eh bien, profitez de cette confusion d'esprit et de cette illusion du cœur pour mettre de la beauté, de l'esthétisme dans vos discours, en particulier dans la conclusion, comme preuve de sa pertinence. Pour cela, vous pouvez utiliser un procédé comme l'allitération. Celle-ci consiste à utiliser une série de mots comportant la même consonne ou syllabe d'attaque. Par exemple, le bus bondé de Bondy, ou bien encore, la guerre de sécession, ça a cessé, ça c'est sûr, ou l'aphorisme de Nietzsche, il faut que le cœur se brise ou se bronze. Ce mode de parler, quasi incantatoire, revêt vos propos d'un caractère religieux quasi sacré. Des personnalités aussi charismatiques que Franklin Roosevelt l'ont beaucoup utilisé. Autre procédé, facteur d'esthétisme, le séquencement proportionné des mots, qu'ils soient progressifs ou dégressifs. Il s'agit de constituer des groupes de mots dont la longueur va crescendo ou diminuendo. Dans le mode crescendo, votre phrase sera constituée, par exemple, d'un premier mot suivi d'une pause, puis de 2 ou 3 mots suivis d'une nouvelle pause, puis d'une série de 6 ou 7 mots suivis d'une dernière pause précédant la phrase suivante. Par contre, ne faites pas alterner une séquence, par exemple, de 3 mots, puis 1 mot, puis 5 mots, puis 2 mots. Cela romprait la musicalité, le rythme de votre texte. Par exemple, vous pouvez dire « Hier, avec mon épouse, dans ce sympathique parc de Saint-Cloud, nous avons passé une superbe journée de détente. » Alors que la scansion suivante sera disharmonieuse. « Hier, avec mon épouse, à Saint-Cloud, nous avons passé une superbe journée de détente. » Dans le mode dégressif, gardez le même impératif de rythme proportionné. Ainsi, dites par exemple « Avec mes meilleurs amis de Paris et leurs épouses, nous nous sommes promenés au bois fort longtemps hier. » Formulation qui sera plus esthétique que « Avec mes meilleurs amis de Paris et leurs épouses, hier, nous nous sommes longtemps promenés au bois. »
Shakespeare disait « Qui s'affecte s'infecte ». Or, nos affects, quand nous parlons en public, se révèlent souvent sur le plan non verbal par nos autocontacts. L'autocontact, c'est ma tendance à toucher un objet pour me réassurer, ou par nervosité, ou par crainte. Souvent, des orateurs vont vous dire « je vous écoute », mais en même temps, ils vont prendre un stylo et le tenir entre eux et vous en barrière. Quand je n'ai pas d'objet, d'ailleurs, comme autocontact, je prends mon corps et je me touche. Que ça soit mes cuisses, mon poignet. Alors nous allons voir des familles particulières d'autocontact. La première, ce sont les toilettages. Je suis gêné, je sais que je suis là, je ne peux pas disparaître de la scène, donc je crois inconsciemment qu'en modifiant quelque chose sur ma toilette, je modifie en quelque sorte la donne de la situation. Les grands toilettages, vous les connaissez, ils sont classiques, par exemple les cheveux. Par exemple, pour les hommes, repositionner le haut de sa cravate. Quelquefois d'ailleurs en s'asseyant, on retient sa cravate comme si elle allait esquinter la table où on s'assoit. Vous avez aussi les autocontacts de la montre. Je suis un peu stressé, et en particulier par le temps. Les autocontacts de l'anneau de mariage. Ai-je assez de position, de pouvoir, de statut ou non? Le toilettage souvent des manches pour les manuels qui prennent le problème à bras-le-corps. Par exemple, le toilettage de la chaise. J'ai une certaine position, je me lève comme si j'allais changer de position et je reprends exactement en me rasseyant, 2-3 secondes après, la même position. Et enfin, le toilettage sonore, c'est-à-dire le raclement de gorge. Il est toujours intéressant d'analyser d'ailleurs le mot qui précède immédiatement ce toilettage gestuel et le mot qui le suit. Vous avez une deuxième famille de toilettage ou de micro-démangeaisons, celle qui concerne les capteurs de sens. Nous recevons l'information à travers les 5 sens, le visuel, l'auditif, le physique, etc. Eh bien, notre capacité à jouer des capteurs qui reçoivent ces 5 sens en dit long sur notre capacité à réellement accepter le contact sensoriel. Par exemple, les yeux. Si je vous dis c'est très clair, mais qu'en même temps je passe mes doigts sur mes yeux ou je ferme mes yeux, je suis en contradiction et très vite la salle va s'en rendre compte. Le toilettage du nez. Si je vous dis je le sens bien, mais que j'obture mon nez, et vous l'entendrez d'ailleurs en faisant, eh bien je suis également en manque d'authenticité. Un grand classique, le toilettage de la bouche, où je mets mon doigt sur la bouche, un peu comme l'enfant qui a menti et qui va immédiatement mettre sa main sur sa bouche. Le toilettage de l'oreille, où j'ai tendance, un peu comme certains enfants qui commencent à s'endormir, à rapprocher progressivement, par exemple la main droite pour un droitier, près de l'oreille droite. Et enfin, le toilettage des mains. Quand je ne joue pas carte sur table, j'ai tendance à avoir les mains sous la table, à les retirer progressivement de la table. Ou encore, quand je suis debout, à mettre les mains dans les poches, ou à les mettre derrière moi, dans le dos. On appelle la position du pendu, ou d'ailleurs devant, sur le sexe, la position du nudiste. Pour être convaincant à l'oral, évitez les autocontacts et essayez le plus possible d'avoir les capteurs de sens ouverts. Les premières impressions que donnera un orateur à son auditoire seront importantes, et il vaut mieux réussir son entrée de scène et faire une première bonne impression. Je vous conseille donc, quand vous allez parler devant un auditoire important, et que vous devez d'abord vous diriger vers votre pupitre en traversant la scène, de regarder, dès que vous le pouvez, et du plus loin possible, le pupitre ou l'espace d'où vous devrez opérer pour justement ne plus avoir à le regarder quand vous arriverez à son niveau. Vous avez ainsi repéré à l'avance le territoire où vous devrez vous installer, pour ne plus avoir à le faire au dernier moment, embarrassé que vous seriez à chercher à ajuster votre chaise, en commençant en général par tourner le dos à votre public, pour mieux lui montrer votre postérieur,
ce qui n'aura rien de particulièrement élégant. Dès que vous avez fait ce repérage, de loin, ne regardez plus votre destination, mais votre public. Quand vous arriverez sur zone, vous pourrez déplacer votre chaise pour vous asseoir. Je recommence. Quand vous arriverez sur zone, vous pourrez déplacer votre chaise pour vous asseoir sans avoir à le regarder. Non, je recommence. Quand vous arriverez sur zone, vous pourrez déplacer votre chaise pour vous asseoir sans avoir à la regarder. Votre cerveau a mémorisé l'emplacement. Faites-lui confiance et asseyez-vous en continuant à regarder la salle. Et pour vous asseoir, évitez de toucher la table ou le dossier de votre chaise. Asseyez-vous en donnant de vous une image d'autonomie. Trop d'orateurs donnent d'emblée une impression de fatigue en trouvant indispensable de prendre appui sur la table ou sur le dossier de leur chaise pour s'asseoir. Donc, vous vous asseyez en regardant la salle, vous êtes toujours dans le primat du visuel. Vous n'avez pas encore parlé, car vous avez évité de le faire en marchant, comme le font trop d'orateurs qui commencent à dire bonjour avant même d'avoir pris place. Bon, je recommence. Ce paragraphe. Donc, vous vous asseyez en regardant la salle et vous êtes toujours dans le primat du visuel. Vous n'avez encore pas parlé, car vous avez évité de le faire en marchant comme le font trop d'orateurs, qui commencent à dire bonjour avant même d'avoir pris place. Ah, décidément. Donc, je recommence. Donc, vous vous asseyez en regardant la salle, vous êtes toujours dans le primat du visuel, vous n'avez pas encore parlé, car vous avez évité de le faire en marchant comme le font trop d'orateurs, qui commencent à dire bonjour avant même d'avoir pris place, et alors qu'une partie de la salle les cherche encore du regard, ou n'a pas encore l'attention suffisante pour capter ses premiers mots. Vous vous asseyez tranquillement, vous regardez la salle, et quand vous avez un petit groupe allant jusqu'à une vingtaine de personnes, vous avez intérêt à regarder personnellement chacun des membres. Cela prendra quelques secondes et vous permettra d'instaurer une mini-tension génératrice d'une meilleure disponibilité d'écoute. Après avoir émis ce regard individualisé sur chacun des participants, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous parlez. Je reprends cette dernière phrase. Après avoir émis ce regard individualisé sur chacun des participants, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, vous parlez. La deuxième étape est donc la parole. Jusque-là, vous n'avez pas encore fait de gestes. Ce n'est que dans une troisième étape que vous allez illustrer vos propos par une animation gestuelle qui sera la cerise sur le gâteau. L'entrée en scène se fait donc en 3 étapes successives qu'il est indispensable de ne pas confondre ni d'occulter. Le visuel, territoire d'abord, public ensuite, la parole et enfin la gestuelle. Pour sortir de scène, quand vous avez terminé votre discours, il vous faut déconstruire ce que vous avez initialement fait en 3 étapes pour entrer en scène, mais dans un ordre inverse bien sûr. Comme lorsque l'on prépare un enfant à s'endormir, vous calmez le jeu progressivement. Et rappelez-vous de la loi de l'Ecclésiaste, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose. Commencez par assagir votre gestuelle, puis arrêtez là, tout en continuant à parler. Ensuite, après avoir remercié ou dit au revoir à votre public, arrêtez-vous, dans une deuxième étape, de lui parler, mais en continuant dans le silence de regarder chaque membre individuellement. Ou, si l'auditoire dépasse une vingtaine de participants, regardez plusieurs personnes individuellement en divers emplacements, à peu près également répartis dans la salle, et qui seront, ces personnes-là, les ambassadeurs de l'ensemble du groupe. C'est un deuxième au revoir auquel vous vous êtes livré, cette fois-ci visuel. Si votre public à ce moment-là vous applaudit, ne commencez pas à ranger vos affaires, à anticiper votre départ, en lui montrant que vous n'êtes déjà plus présent, car en fait vous vous faites du souci
sur le risque de ne pas pouvoir prendre votre train de retour à l'heure. Il faut que vous remerciez les remerciements de la salle. Au minimum, en la regardant en souriant. Et pourquoi pas, en applaudissant, vous aussi, l'audience, comme ils le font pour vous. Quand les applaudissements auront cessé, et pas avant, vous vous lèverez tranquillement de votre chaise. Évitez alors de le faire péniblement, en montrant toute l'amplitude de votre lassitude, tels ces orateurs qui prennent un tel appui sur la table ou sur leur chaise qu'ils donnent l'impression qu'il faut les élitreiller pour arriver à les en y extraire. Gardez votre regard orienté dans la direction de vos épaules, elles-mêmes faisant face à votre direction de marche. Quand vous quittez la table ou le pupitre et que vous vous dirigez vers la sortie sur les côtés de la scène, n'ayez pas de regard latéral en demi-teinte sur la salle, ou pire encore, lorsque vous arrivez presque en bout de piste à la sortie, ne jetez pas un dernier regard en arrière, comme si vous n'étiez pas sûr de vous et de l'effet que vous avez produit, et que vous hésitez en fait à tenter une ultime reprise en revenant en arrière. Rappelez-vous dans l'Ancien Testament la femme de Lot, celui ou celle qui se retourne en arrière est transformé en statue de sel. Le rapport de l'orateur au temps est fondamental. Il dispose de 3 temps. Le temps réel qu'il met ou doit mettre pour sa prestation et 2 temps psychologiques, le temps vécu par l'acteur et celui vécu par le spectateur. Le temps psychologique vécu par l'acteur est souvent inférieur au temps réel, car l'acteur, dans l'action, ne voit pas le temps passer. Le temps vécu par le spectateur, lui, est en général supérieur au temps réel, car celui qui vous écoute, passif, assis sur sa chaise, a souvent tendance à trouver le temps plus long qu'il ne l'est réellement. L'objectif d'un bon orateur sera de faire coïncider les 3 temps. Il devra pour cela faire en sorte que le temps vécu par lui psychologiquement soit égal au temps réel et pour ce faire, d'abord, conscientiser son rythme de parole pour ne pas se laisser déborder des délais impartis. Avant vos discours, entraînez-vous à étalonner votre temps, en parlant devant un chronomètre qui sonne toutes les minutes ou toutes les 3 minutes. Il vous suffira ensuite de sentir et de compter mentalement les multiples de 1 ou de 3 minutes pour vous ajuster à vos objectifs de temps. Le deuxième objectif de l'orateur, cette fois-ci yin, est de faire en sorte que le temps vécu par le spectateur soit identique au temps réel, ce qui sera le meilleur signe que vous l'avez intéressé. Il peut même s'avérer que quand le public est particulièrement séduit, il en tire l'impression que le temps vécu par lui est inférieur au temps réel. Et si jamais on vous impose de fortes contraintes de temps, ne soyez pas tenté de les verbaliser en public par des phrases du type « puisqu'on m'a demandé de faire vite » ou « je vais rapidement vous présenter », car le temps est toujours une dévalorisation de soi ou de son auditoire. Il sous-tend que celui-ci, ou votre sujet, ne mérite pas plus de temps que celui faible qu'on lui accorde. Et c'est étonnant comme les personnes qui n'ont pas le temps perdent encore plus de temps à rappeler qu'ils n'en ont pas, par des phrases telles que « puisqu'il me reste encore 5 minutes, puisqu'il me faut faire vite ». N'affichez donc pas votre stress en insistant trop sur vos contraintes de temps, mais cherchez-vous plutôt un espace de complicité émotionnelle et relationnelle avec le public. Je suis content d'être parmi vous, ou comme vous, je m'intéresse à ce sujet, ou si certains ont envie de réagir à mes propos, ils sont les bienvenus. Ou encore, donnez-vous des espaces de manœuvre, des espaces de choix. Plutôt que de dire que vous allez faire vite, dites que vous allez aller à l'essentiel. Ce qui est encore la meilleure façon de donner du sens quand on essaye de vous en priver par la contrainte de temps.
Enfin, quand vous sentirez que vous risquez de déborder et de ne pas respecter les contraintes de temps que l'on vous aura fixées ou que vous aurez clairement annoncé à la salle, la meilleure façon de rectifier la situation n'est pas d'accélérer pour vouloir absolument tout dire, mais de faire des choix, de faire des coupes dans le contenu de votre discours. Par souci de perfection, souvent cela nous gêne. Mais rassurez-vous, la plupart du temps l'auditoire n'aura même pas remarqué ce que vous aurez omis délibérément de lui dire. Il est rare que lorsque vous démarrez l'animation d'une conférence ou d'une réunion, ne se produisent pas des incidents que vous n'aviez pas forcément prévus. Comment les gérer alors? Procédez par étapes. Commencez par assumer vos responsabilités et à vous activer calmement pour essayer de résoudre par vous-même cet incident. Et ce, sans vous déconcentrer, ni perdre du temps en vous retournant par exemple vers l'auditoire pour lui faire partager votre désarroi, voire votre impuissance, ce qui risquerait de vous inciter à lui faire alors soit des commentaires inutiles, du type le visioprojecteur ne marche pas, car la plupart du temps ils le verront bien d'eux-mêmes, soit à chercher des excuses ou à faire des explications oiseuses, qui risquent ou bien d'être dévalorisantes pour vous, je n'avais pas vu, je ne connais pas ce type de matériel, ou dévalorisantes pour le public. Eh bien c'est normal, vous savez que ça ne marche pas, ça ne se fait plus ce type de matériel, c'est dépassé. Donc, vous vous employez bravement à surmonter les affres d'un destin contraire, et cependant vous n'y arrivez pas. Que faites-vous alors? Eh bien, deuxième étape, toujours sans chercher à vous expliquer ou à vous confondre en excuses, vous vous retournez maintenant vers l'assistance et lui demandez son aide. Qui connaît ce matériel, qui peut me venir en aide? Merci d'avance à celui ou celle qui peut me conseiller. Admettons que ça ne soit pas votre jour et que personne ne puisse vous aider, que vous soyez seul en face de votre problème. Que faites-vous alors dans ce grand moment de solitude? Par exemple, vous êtes seul sur scène et tout d'un coup, vous avez un trou de mémoire. Que faire? Eh bien, troisième étape, émettez un sentiment qui va humaniser l'incident et vous conseiller la salle. Je suis ému, je ne trouve plus mon texte. Mais ne dites surtout pas, parce que vous savez, c'est la première fois que non. Ne cherchez pas à justifier vos sentiments, qui sont comme les goûts et les couleurs, et donc ne se discutent pas. Pour gérer ce trou de mémoire, vous pouvez ensuite soit reprendre ce que vous disiez quelques instants avant, pour réamorcer la mémoire de votre cerveau, soit, là aussi, solliciter la salle. Où en étais-je déjà? Soit sauter délibérément une partie de ce que vous aviez à dire, pour reprendre quelques phrases plus loin. Et si, quatrième étape, vous n'arrivez toujours pas à surmonter ce type d'incident, ou si il se reproduit trop souvent, eh bien, changez de métier. Mais toujours, bien sûr, sans explication. Faut-il avoir des supports pédagogiques et si oui, lesquels? D'abord, quand vous aurez des choix à faire en la matière, souvenez-vous que les grands orateurs depuis l'Antiquité avaient peu, voire pas du tout, de support pédagogique. Si Jules César sur le Forum à Rome ou le général de Gaulle à la BBC à Londres en 1940 avaient eu besoin de PowerPoint, cela se saurait. Privilégiez, dans l'échelle d'impact décroissant des supports, bien sûr ceux qui en ont le plus. Et le premier d'entre eux, eh bien c'est vous. Le meilleur des supports, c'est l'orateur. En tous les cas, si c'est un orateur digne de ce nom, avec qui vous ne sentirez même pas le temps passer. Alors, ne vous laissez plus voler la vedette. Ensuite, vous avez le traditionnel tableau de papier. Certes, cela ne fait pas très moderne, mais plus vous choisirez des supports qui, d'une part, nécessitent une mise en obscurité progressive et qui ont tendance à faire un peu de bruit par leur moteur, et d'autre part, empêchent la personnalisation de dernière minute par l'orateur, moins vous aurez d'impact. Or, l'intérêt du tableau de papier, c'est justement de n'avoir pas ces inconvénients.
Viennent ensuite, en troisième position, le rétroprojecteur et les transparents. Puis, en quatrième position, le visioprojecteur et les diaporamas. Enfin, en dernier, la projection de film. Mais à ce stade, vous avez des supports qui vont être très vite onéreux et qui finalement feront, en termes de mémorisation, de très faibles scores. Si vous utilisez un tableau de papier, évitez de placer celui-ci au centre de la scène où vous opérez, ce qui vous obligera à vous mettre sur le côté, l'attention centrale n'étant plus portée sur votre personne mais sur le tableau. Faites exactement l'inverse et mettez votre tableau un peu sur un des deux côtés de la scène, pour vous en réserver le centre. Et si vous utilisez des projections de diaporamas ou de films, faites de même. Et en cas de salle à grands effectifs, positionnez deux écrans sur les deux côtés de la scène, vous réservant le milieu de la scène. Pour optimiser l'utilisation de votre tableau de papier, quand vous écrirez lors de vos exposés en public, placez-vous sur le côté gauche du tableau, si vous êtes droitier, de façon à ce que, quand vous écrivez, les spectateurs voient plus rapidement vos écrits. Quand vous commentez votre tableau, regardez-le le moins souvent possible. Vous êtes censé le connaître comme expert ou comme auteur de ce support. Par contre, votre public, lui, vous ne le connaîtrez jamais assez. Donc, indiquez simplement par le bras la localisation sommaire sur le tableau de vos propos, mais en gardant le buste et le regard tournés vers votre public. Ne soyez pas obsédé par votre tableau. Certains orateurs en arrivent même à se tourner régulièrement vers lui, comme pour le prendre à témoin ou vérifier qu'il est toujours là, prêt à les dépanner de tout embarras inopiné. Il y a même ceux qui, en même temps qu'ils disent bonjour à leur auditoire, commencent par tourner la tête en arrière vers leur tableau, qui est en fait la seule véritable préoccupation qu'ils ont. Idem à la fin de leur prestation, c'est au tableau qu'ils disent au revoir, pas à leur public. D'autre part, ne parlez pas en écrivant, cela fait scolaire, et mélange les registres sensoriels du public. Quand vous écrivez sur un tableau de papier ou que vous lisez un texte à voix haute, vous ne devez pas parler en même temps, car pour bien communiquer, nous ne devrions parler que sous la condition expresse d'avoir en permanence le retour de la salle, pour pouvoir s'ajuster. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose. Donc je lis sans parler, puis je parle pour restituer le fruit de ma lecture en ne lisant plus, et ainsi de suite. Quand vous tiendrez une feuille de notes à la main, reposez donc votre bras le long du corps à chaque fois que votre lecture partielle est achevée, car la tentation est grande de garder sa main tenant la feuille en permanence à hauteur du ventre ou de la poitrine, comme une barrière de protection contre le public, et pire encore, oubliant qu'on la tient toujours, faire des gestes avec la feuille. Vous avez là une dispersion sonore et visuelle d'assurée. Quand vous aurez à présenter et à commenter vos supports, essayez de respecter au moins deux règles qui sont certes contraignantes, mais impératives. La première, c'est la loi de compensation orale de la complexité des contenus écrits. Par exemple, vous pouvez vous permettre de commenter plus longuement une diapositive donnant peu d'informations qui, autrement, aurait tendance à être un peu trop abscons. Inversement, une diapositive qui comporte déjà beaucoup d'informations. N'en rajoutez pas, tout est dit. Souvent, nous avons tendance à faire l'inverse. Quand peu de mots sont écrits sur le support, nous ne savons plus trop quoi dire. Et pour une diapositive complexe et dense en informations, notre commentaire sera inutilement trop long et saturera le public. D'ailleurs, les commentaires de l'orateur devraient apporter du nouveau par rapport à ce que révèle déjà une diapositive, et non pas se contenter de dupliquer à l'oral ce qui figure à l'écrit. La diapositive ne doit pas prioriser l'écrit, le texte, mais l'image et les schémas. Et si écrit il y a, que ce ne soient pas des phrases complètes, mais des mots-clés, à partir desquels les auditeurs reconstruiront dans leur propre mentalité, avec leur propre style,
les phrases qu'ils s'approprieront alors plus facilement. Ainsi, un bon support de type diapositive ne devrait pas contenir plus d'une dizaine ou d'une douzaine de mots. Si vous enlevez les 3 mots du titre, n'oubliez pas d'ailleurs que pour chaque diapositive, il faut absolument un titre, il vous restera à peu près 9 mots à écrire, soit 3 mots pour une idée, car vous éviterez de saturer la diapositive de plus de 3 idées. À 4 commence l'infini. Maintenant, la deuxième grande loi de l'utilisation des supports est la loi de l'alternance sensorielle. Évitez de parler quand le public essaye de lire vos supports. Soit vous parlez avant de projeter la diapositive, vous créez ainsi en quelque sorte une interrogation, un teaser qui va interpeller et préparer l'auditoire, soit vous parlez et commentez après avoir fait découvrir la diapositive en laissant aux participants le temps de la lire. Et pour cela, lisez-la vous-même, à la vitesse de quelqu'un qui bien sûr ne la connaîtrait pas, comme si vous la découvriez pour la première fois. Mais si vous parlez en même temps que les participants lisent, et les auditifs essaieront d'écouter ce que vous dites et seront gênés par la projection visuelle de la diapositive. Inversement, les visuels, eux, seront gênés par le fait que vous leur parlez en même temps. Dans ces 2 cas de figure, les participants risquent de ne rien retenir de vos informations qui leur arriveront brouillées. Ces 2 lois de l'alternance sensorielle des supports et de la complémentarité orale de la complexité des contenus sont tellement difficiles à respecter qu'elles vous dissuaderont d'utiliser souvent les supports visuels. Et cela ne sera qu'une bonne chose pour le public. Pour rendre vos supports les plus pédagogiques possibles, il convient de concilier la rigueur de leur présentation et l'absence d'autoritarisme dans les graphismes. Qu'est-ce à dire ? Il est bon d'adopter un même code graphique qui vous suivra sur l'ensemble de vos supports au cours d'une même présentation. D'abord, une même typographie et un même code couleur. Si vous avez décidé par exemple que vos titres seraient en noir et vos sous-titres ou vos principaux mots d'introduction de ligne ou vos chevilles en bleu, tenez ce code sur l'ensemble de vos diapositives. Gardez les couleurs sobres que sont le noir et le bleu pour les gros titres et les couleurs plus éclatantes comme le rouge et le vert pour quelques spécificités occasionnelles. Autre code, les débuts de ligne. Soit ce sont des articles, soit ce sont des substantifs, soit encore et mieux des verbes, mais attention, quand une ligne commence par un article, alors qu'une autre commence par un substantif, et une troisième pourquoi pas par un verbe, cela dénotera un manque de rigueur de votre part. À l'inverse, certains orateurs surcodifient trop le texte de leur diapositive, chaque ligne commençant par une numérotation figurant éventuellement dans un petit cercle, suivi pourquoi pas pendant qu'on y est d'une barre oblique, voire d'un tiret, et pourquoi pas encore souligner le tout. Autre surcharge inutile et fatigante pour l'attention des lecteurs, ce sont les codes identitaires et les logos de l'entreprise que l'on reproduit sur les bordures de chaque diapositive, comme si, d'une diapositive à l'autre, le lecteur avait oublié de quelle société, de quel département, de quelle date, de quel nom de rapport et autres rappels il s'agissait. Évitez d'encadrer et de souligner les mots, qui sont autant de procédés qui seront vécus comme d'inutiles formes d'autoritarisme. Le simple alignement rigoureux de vos idées principales et secondaires constitue la meilleure structure d'ordre de vos textes. Ceux-ci doivent être le plus apurés possible, car il ne s'agit pas d'obliger vos lecteurs à marcher en permanence dans les passages cloutés que vous leur réservez. Qu'ils puissent rentrer et sortir de vos textes, au contraire, avec le plus d'aisance possible. D'autant que vous savez que le circuit de lecture du regard, même s'il va de la partie gauche en haut de la diapositive vers sa partie droite en bas, n'est pas linéaire, mais fait des torsades. Autre code, l'égalité et l'équilibre des marges. Que ce soit sur un tableau de papier ou sur une diapositive, faites en sorte que la marge de gauche soit identique à celle de droite
et que la marge du bas soit identique à celle du haut, entre le titre et la première ligne. Si une de ces marges est beaucoup plus grande que les autres, cela donnera l'impression qu'il y a un manque, un oubli, et peut créer une frustration de l'auditoire, en particulier la marge du bas trop importante. Peut être interprétée comme si l'orateur n'avait pas tout dit sur le sujet, ou que sa pensée ne reposait que sur du vide, et se révélait donc bien légère. Pour réussir vos démonstrations, il convient que vous respectiez les 6 points suivants. Classez d'abord vos arguments en les rassemblant dans un voisinage assez cohérent, selon des critères lisibles et de bon sens, en respectant une progression évidente. Pratiquez ensuite la double détente des arguments. D'abord, vous préparez le terrain en précisant, par exemple, sur quelles réalités d'une part et sur quelles idées, croyances, valeurs d'autre part, vous fondez votre discours. Puis vous allez plus loin en mettant bien en avant le processus, le mode de raisonnement, logique, clair, cohérent, que vous empruntez pour aller vers la thèse que vous voulez démontrer et pour élaborer vos conclusions. Soignez ensuite les transitions, car elles sont essentielles et peuvent à ce titre occuper jusqu'à 25% de votre discours. Elles peuvent se présenter parfois comme des résumés partiels de ce qui vient d'être dit. Donc faites des liens entre les arguments pour respecter le principe de convergence, qui fera dire à votre auditoire « tout se tient, c'est convaincant ». Harmonisez les titres éventuels en les présentant tous, par exemple, sous forme de questions, d'affirmations, un infinitif. Faites toutes les 5 minutes environ une rupture dont l'auditoire a besoin pour rester réveillé. Pour cela, utilisez toutes sortes de stimulations différentes. Un changement de ton, de rythme, une aide visuelle. Enfin, captivez en permanence votre public par des exemples frappants, des métaphores originales et des phrases choc. L'improvisation, en fait, ne s'improvise pas. C'est là tout son paradoxe. Chacun peut, en observant quelques règles de base simples mais rigoureuses, développer une certaine aisance orale et spirituelle en toutes circonstances. En effet, pour proposer un trait d'esprit, il faut avoir structuré sa pensée et être conscient de soi. Avoir de la répartie, c'est oser rentrer en relation avec l'autre. D'abord, il faut choisir entre 2 types de répartie. Soit je réponds du tac au tac pour clouer le bec, mais c'est un jeu gagnant-perdant. Soit j'ai une répartie constructive, et là je rentre en résonance avec mon interlocuteur, car je choisis une relation gagnant-gagnant. La véritable répartie, en fait, c'est repartir avec et non contre l'autre. C'est rebondir sur ce que j'entends, comme par une continuité complice. Une prolongation habile, drôle, percutante, d'une remarque faite par quelqu'un chez qui j'ai saisi l'intention réelle et pour lequel je décide d'adopter le même univers. La méthode pour avoir une bonne répartie possède 3 piliers, dont les mécanismes se manifestent à vrai dire tous en même temps. D'abord, sortir des formules machinales et accorder une véritable attention à l'autre. Nos réflexes machinaux traduisent en fait une volonté de contrôle qui aboutit à un blocage de notre imagination. Alors que l'imaginaire d'un individu se développe grâce à l'autre. C'est la rencontre de 2 imaginaires qui produiront des idées et des propositions nouvelles. Ensuite, prendre conscience de ce qu'on perçoit chez notre interlocuteur, son état émotionnel au moment de l'échange, son impatience, sa fatigue, ses tensions, son détachement. Et j'écoute à la fois l'intention sous-jacente de l'autre et mon émotion personnelle intérieure. Écouter, c'est capter en un temps record l'intention et le sens explicite, et surtout implicite, de ce qui nous est dit. Pour cela, je dois d'une part avoir la conscience du moment présent, de l'ici et maintenant,
en accordant une véritable attention à l'autre, sans anticipation intellectuelle, et d'autre part, je dois lâcher prise sur ma volonté de convaincre l'autre. Le corps, comme l'esprit, tendent à se crisper s'ils se sentent attaqués. Enfin, rétorquer en tenant compte de ce que l'autre émet et de mon état interne. Je n'oppose pas ma croyance, je propose un argument de plus. Prenons un exemple. Lors du congrès de Vienne en 1815, un Anglais diplomate dit à Talleyrand en public « Entre la France et la bêtise, il n'y a qu'un pas ». Loin de se démonter, Talleyrand lui répond calmement « Vous avez raison, c'est d'ailleurs le pas de Calais ». Et là, il a accepté l'univers de l'autre, ce qui lui a permis de bien rebondir. Je vous propose 4 conseils pour progresser dans l'art de la répartie. D'abord, captez tout de suite l'univers métaphorique de votre interlocuteur. Car l'implicite se cache souvent dans les métaphores, et la métaphore permet de voir l'idée. Ensuite, faites confiance à votre intuition, qui est la captation globale d'une idée non manifeste, produite par des sensations, des images, et qui nous permet de saisir le sens global sous-jacent. Ensuite encore, ne croyez pas que l'imagination soit innée, mais travaillez-la. C'est en fait le résultat de capacités observées concernant le monde. Enfin, quand une émotion bloquante vous traverse, ne cherchez pas à la contrôler par le mental, mais par une inspiration. D'ailleurs, lorsqu'on a des idées créatives, ne dit-on pas qu'on est inspiré. En conclusion, je dirais qu'il n'y a que l'entraînement qui vous permettra d'élargir vos ressources. Et l'improvisation pratiquée régulièrement vous aidera à développer progressivement votre propre style, car en dernier ressort, l'art de la répartie relève plus de l'élégance d'esprit que de l'attaque. Comment bien improviser ? Eh bien, je vous suggère d'utiliser les 3 étapes de la pensée, les 3 étapes de toute stratégie humaine, à savoir observer, comprendre, agir. Pour un orateur, vous allez transformer ces 3 étapes par 3 verbes. Je constate, j'en déduis, je propose. Lorsqu'on vous posera une question sur un sujet qui vous surprend, que vous n'avez pas travaillé, eh bien, cette méthode vous permettra de limiter en quelque sorte le malheur. Vous commencerez par dire « je constate » et là, loi de l'impact que nous avons vue, vous ne donnerez que quelques faits, au singulier. Dès que c'est du pluriel, ce n'est plus des faits, ce sont des opinions, de la généralisation des préjugés. Le fait est au singulier. Et vous ne dépasserez pas 3, à 4 commence l'infini. Ensuite, vous pourrez, à ce moment-là, donner votre opinion ou répondre à la question. Ça s'appelle monter au ciel. Vous prendrez des risques. Vous aurez moins d'appui concret qu'à rien factuel. Et ensuite, 3e et dernière étape, agir, ce deviendra conseiller des actions à entreprendre. Vous serez conséquent. Puisque vous m'avez posé la question, eh bien j'en profite aussi pour dire jusqu'où je serai capable d'aller tellement je suis convaincu de ma réponse. Observer, comprendre, agir devient je constate, j'en déduis, je propose. Prenons un exemple. On vous demande, pensez-vous que l'Europe des 27, aujourd'hui des 29, soit une grande puissance ? A priori, la question vous laisse un peu de marbre. Procédons par étapes. Je constate que l'Europe des 27 ou des 29, c'est plus de 520 millions d'habitants. Je constate que cette Europe, par le volume et la valeur, est la première puissance exportatrice au monde. Et je constate que c'est au moins 27 ou 29 pays. Deuxième partie. J'en déduis, et là vous répondez à la question, que oui, pour moi, l'Europe des 27, des 29 est une grande puissance. Et d'ailleurs, j'irai jusqu'à proposer que puisqu'elle est une grande puissance économique, elle le devienne également sur un plan militaire. Quelle est la défense nationale de sa richesse et de sa valeur ? Ces 3 étapes, même si vous les faites bien, ne suffiront pas. Souvent, la partie en face de vous sera tentée de vous interpeller là où ça fait mal, c'est-à-dire au niveau 2, quand vous êtes un peu en l'air dans votre opinion. Comment ça, l'Europe des 27 n'est pas une grande puissance, voyons ?
Qu'est-ce que vous allez faire alors? Essayez de se débattre à ce niveau-là? Non. Vous avez mieux à faire. Puisque vous avez eu la prudence d'avoir 2-3 faits précis comme base d'appui, eh bien, revenez dessus pour vous y appuyer. Et là, vous allez passer à la question. La question est toujours une marque de puissance. Comment ça? Vous contestez le fait que l'Europe des 27 ou des 29 soit une grande puissance? Et là, la personne en face risque de faire une erreur. C'est de dire non, je ne le conteste pas, et il ne peut pas le contester si vous avez pris de vrais faits, mais il voudra compenser cela par mais c'est pas le problème. Et là, vous pouvez rebondir. Ça sera en quelque sorte votre troisième retour. Vous lui répondrez comment ça, c'est pas le problème? Mais si, justement. Le problème, il est que quand je vous donne des faits précis de la réalité, vous ne les prenez pas en compte. Vous pouvez même avoir une répartie encore plus forte, en parlant au nom des valeurs et des critères. Comment ça? 520 millions d'habitants, ça ne compte pas? Il faut combien de millions d'habitants pour que vous preniez ce critère en considération? Ou bien encore, comment ça, pour vous, la démographie n'est pas une composante essentielle de l'économie et du pouvoir d'achat, du marché? Autrement dit, en respectant les 3 étapes d'un bon improvisateur, je constate 2-3 faits. J'en déduis une opinion où je réponds à la question qu'on m'a posée. Et je propose, puisque je suis conséquent, des mesures d'application concrètes. Je suis sûr d'avoir une pensée complète. Je peux dire aussi, je suis sûr d'avoir une pensée complète et impactante. Merci et à bientôt chez Audible.